Jean-Michel, Commander here, bilingual this time. After my SIT report, I felt I had to do a few videos about wars. Après la situation report, j'ai senti le besoin de faire quelques petites vidéos, de vous mettre quelques films au sujet de tout ça. So this is a salute again, because the elites ruling the planet they won't make another big war. L'élite de la planète veulent de nouveau faire une grande guerre là, qu'ils organisent tout le temps. So this time it will be a salute to all the soldiers that will be involved, that have been involved in the past, whatever they are, Americans, French, English, from any nation, and the other guys on the other side too. Donc là, ce coup-ci, c'est un salut à tous les soldats, pas seulement américains, français, anglais, de tous les pays, y compris de ceux de l'autre côté, qui pourront impliquer là-dedans. Je vais expliquer après. Donc là, on salue de nouveau. Là, ce coup-ci, c'est tous les soldats, hein, inclus les gendarmes français là. I salute the French Gendarmerie, a special military police unit that is in charge of all police operations in France. I will explain that. I will explain everything. It's just another salute that was necessary. Like I said, I felt I had to do a follow-up to my SIT report, probably a guidance. Comme j'ai dit, j'ai senti qu'il fallait que je fasse une sorte de suite à ma SIT report, report de situation. Pourquoi? Parce que il est probable, dans cette fausse ligne de temps, que l'élite organise une nouvelle guerre mondiale. Because in this fake timeline, it's probable that the elite wants to organize a new world war. C'est pour ça que je vais faire ces vidéos, pour vous montrer des segments. Ça va servir d'intro, un, pour la vidéo Vietnam House of the Rising Sun. I will this use as an intro to two videos, at least one for the clip Vietnam War, the House of the Rising Sun, and I will use it for presentation of the very good historian Jake Powers. Et j'utiliserai aussi cette intro pour présenter la conférence, je vais absolument la mettre sur Golden Circle Report, de Jake Powers au sujet des fausses guerres. Because what we are talking about here is about organized fake wars, with always using a pretext, a fabricated trigger. Parce que ici on parle toujours des guerres qui sont toujours organisées par les mêmes et qui utilisent un prétexte organisé, hein, une espèce de faux drapeau qu'ils fabriquent. Check. Like I say, we're going to keep doing intros for several videos. So the first video I will show is Vietnam War. Donc comme intro, je vais l'utiliser pour plusieurs vidéos. La première, ça va être un clip sur la guerre du Vietnam. Americans today, you're supposed to know what was the trigger for the Vietnam War, because you had Jesse Ventura telling you that in the series Conspiracy Theory. Les Américains
connaissent aujourd'hui le prétexte fabriqué qui a causé la guerre du Vietnam en raison du fait que Jesse Ventura, qui a fait aux États-Unis une émission qui s'appelait Conspiracy Theory, théorie de la conspiration, et qui passait aux heures de grande écoute sur les télévisions. Jamais vous verrez une chose pareille en France, n'est-il pas? So, Jesse Ventura told you and other people that the Gulf of Tonkin incident was a false flag. Donc Jesse Ventura a dit dans cette émission que l'incident du golfe du Tonkin qui a déclenché la guerre du Vietnam côté américain était un faux drapeau. He said that it was the secret services of the USA who managed to steal some boats and camouflage them in North Vietnam patrol boats, and they organized the false flag so that these so-called North Vietnam boats would attack an American ship. Donc le faux drapeau était que les services secrets américains ont capturé des bateaux de patrouille du Nord-Vietnam, les ont camouflés, et ont camouflé les gens dessus, et ont fait semblant que ces bateaux viennent attaquer un navire américain, ce qui a causé le prétexte pour faire la guerre du Vietnam. Okay, now you know why so many of your brothers, my brothers, died in Vietnam. And before the French, we were there with exactly the same story. Et les Français, nous, on y était avant avec la même histoire. The salute I've given over there was concerning also that part of French military called gendarmerie, who lost a lot of their guys at the last battle of Dien Bien Phu for the French-Vietnam War. J'ai salué là-bas les gendarmes qui se sont battus à Dien Bien Phu et qui ont perdu beaucoup d'hommes là-bas. J'ai fait un article sur nos amis de la gendarmerie, en français, je l'ai fait quelque part. Donc on les salue quand même s'ils sont capables de venir chez moi et de voler les livres que j'avais écrits sans me donner de reçu, ce qui est complètement illégal, c'était digne de la Gestapo nazie. Even these guys, they went in my house one time to steal the books I had written without giving me a legal receipt, which was the way of the Gestapo. Whatsoever, I salute them anyway, because they were very courageous in our Vietnam War. On les salue quand même parce qu'ils ont été très courageux dans notre guerre du Vietnam. Un petit morceau ici, parce que Jake Powers va expliquer beaucoup de choses. A little piece here, because Jake Powers, historian, will explain. You will see that in the video. I will put in English, and there will be a French one bigger. Il y aura donc une partie de Jake Powers en anglais, pour tous ceux qui parlent anglais, et une partie plus grande en français. I don't remember if Jake Powers mentioned this. Je me rappelle plus si Jake Powers a mentionné ce fait, ce faux drapeau dont je vais parler maintenant. I don't remember if Jake Powers did mention this false flag that I have to tell you. So here is an example of a false flag. Un exemple de faux drapeau. That false flag, by the way, triggered World War II. In Europe and everywhere. Donc ce faux drapeau a déclenché la Deuxième Guerre mondiale.
en Europe, puis après, ça s'est étendu. The idea from the Minister of Propaganda of the Nazi regime, I reckon he was named Hermann Hesse, was to make a false attack on Germany. Alors l'idée du ministre de la propagande de Hitler, qui était je crois Hermann Hesse, pour déclencher une guerre, pour pouvoir aller en guerre, était de fabriquer une fausse attaque. Always a good way to do it, fake flag, false flag, fake attack. Hein, on fait toujours comme ça, une fausse attaque, un faux drapeau, en avant. So Hermann Hesse managed to get some Polish prisoners that he had someplace. He took some Polish uniforms somewhere and he brought this guy in a German radio station at the border of Germany and Poland in German territory. So l'idée d'Hermann Hesse, ça a été de prendre des prisonniers polonais qu'il avait dans un coin, d'aller chercher des uniformes de l'armée polonaise et d'amener ces gars-là dans une station de radio allemande qui se trouvait à la frontière Pologne-Allemagne, mais du côté allemand. And over there he organized the attack. That is, these guys in Polish uniforms, who were Polish, were killed inside the radio station in Germany, and the claim from Germany was that Germany is being attacked by Polish soldiers, the Polish army who attacked a radio station in Germany, and that was the reason to attack Poland. Sur la version officielle, très simple comme d'habitude, c'était de dire, voilà des soldats polonais, l'armée polonaise a attaqué une station de radio en Allemagne, donc nous partons en guerre contre la Pologne, voilà, c'est tout bon. Okay, you see how it is easy to fabricate a false flag and start a world war. Vous voyez ainsi comment c'est facile de fabriquer un prétexte et déclencher une guerre mondiale. Jake Powers will explain much more than I do in his conference. Jacques Powell il va expliquer beaucoup plus que ce que je dis là dans sa conférence qu'il faut absolument avoir. I am putting these pieces from Jake Powers on Golden Sausage Report because they may disappear from YouTube and they are more difficult to find on YouTube. And they could disappear as soon as the plan will proceed for another world war. Donc je mets les vidéos de Jacques Powell sur la chaîne Golden Starseed Report parce que d'abord c'est un peu difficile de les trouver, ensuite il est possible qu'elles soient complètement enlevées quand la progression vers cette idée de faire une troisième guerre mondiale sera en route. On rappelle ici le plan d'Albert Pike, chef des Illuminati, qui en 1871 a écrit une lettre au chef des Illuminati italiens en expliquant les trois guerres mondiales et comment la troisième guerre mondiale allait être organisée par les Illuminati. Remember Albert Pike, the chief of the American Illuminati and the World Illuminati, in 1871 sending a letter to the chief of the Illuminati in Italy explaining the three world wars and how the third one will be organized in the Middle East in exact conditions that we see today. Et la prédiction, le plan de la Troisième Guerre mondiale, exactement de commencer au Moyen-Orient avec les conditions réunies que nous connaissons aujourd'hui. A little note I want to make here is to the memory of my grandfather, who was a French soldier during World War I in Verdun. Je voudrais faire une petite note ici en mémoire de mon grand-père qui s'est battu à Verdun. My grandfather was in the artillery in Verdun. Mon grand-père était dans l'artillerie à Verdun. And at some point, it happened once
and twice and more time, but the first time it happens was this way. Il y a un événement qui est arrivé, qui s'était reproduit, mais enfin voici le premier événement. One time, my grandfather, in his team, with their big cannons, were ordered to fire on a certain coordinates. Donc à un moment donné, mon grand-père et les grands canons qu'ils utilisaient ont reçu l'ordre de tirer sur un point, une coordonnée bien précise. My grandfather said to his captain, "Captain, we cannot fire on that coordinate because this is right beyond our own troops advancing. So we are going to fire on our troops." Et il a donc dit au capitaine, "Capitaine, ça va pas là, parce que si on tire sur les coordonnées qu'on nous donne, on va tirer sur l'arrière de nos troupes qui sont en train d'avancer, on va tirer sur nos propres hommes." Captain say, "Wow, I'll make a report immediately." So he took the telephone and called the colonel, probably the general, and say, "General, the coordinate we were given, we are going to fire on our own men, right on their back. They are advancing." Donc il dit au colonel et même au général, mon général, je suis désolé, mais les coordonnées que vous donnez, on va tirer sur l'arrière de nos troupes, sur nos troupes, pendant qu'elles sont en train d'avancer. Voyez-vous, c'est pas possible ça. And General said, "This is exactly what the order is. You fire on these coordinates. It is an order. This way our soldiers would be obliged to advance." Et le général a dit au capitaine, "Mais c'est exactement ça. Vous devez tirer sur ces coordonnées parce que nous voulons que nos troupes soient obligées d'avancer." And they did. They did. They fired on the back on the French troops with the French artillery. Et donc l'artillerie française a tiré sur les troupes françaises juste derrière eux pour les faire avancer. And my grandfather say, and we discovered that the Germans big command, were doing the exact same thing to oblige the German troops to advance. Et mon grand-père a dit, on a découvert ensuite que l'artillerie, puisqu'on pouvait observer, l'artillerie des Allemands, avec leurs ordres qui venaient d'en haut, faisait exactement la même chose. Ils tiraient sur leurs propres hommes pour les obliger à avancer. Result, total complete butchery, as most of the wars are. Résultat, boucherie complète, comme le sont la plupart des guerres organisées par l'élite mondiale. Same way, the big elite organize everything this way. So that's to the memory of my grandfather, so pour la mémoire de mon grand-père. And also, when I was in the army, I went in furlough, see my grandfather, and he said, "Sit down, I want to tell you something." And he said, "You know, the world is ruled by the bankers." Quand moi j'étais dans l'armée, j'ai eu une permission, je suis venu voir mon grand-père, et mon grand-père m'a dit, "Assieds-toi, je dois te dire une chose, te révéler quelque chose. Le monde est dirigé par les banquiers." This intro would be sufficient to the clip when you see the Vietnam War with the music, The House of the Rising Sun. Bon, cette intro serait suffisante pour présenter le clip vidéo où on voit la guerre du Vietnam côté américain et avec la musique The House of the Rising Sun. But I feel that I have to make the intro a little larger. J'ai besoin de faire l'intro un peu plus large, because the people who are going to watch Vietnam War, The House of the Rising Sun, or the other video from the conference of the World Wars by Jake Powers, it's good that they see what I'm doing here and what we are telling
in this channel Golden Star Seal Report. Donc j'ai fait une intro plus large parce que ceux qui vont regarder, qui vont tomber sur Gars du Vietnam, House of the Rising Sun, chanson par les Animals, ou bien sur la conférence de Jack Powers, et bien comme ça ils sauront ce que moi je dis sur Golden Star Seal Report et viendront voir ce qui s'y passe. Donc je continue à la faire un peu plus large. Nous avons vu avec la 5G. We have seen with the 5G report from David Icke. If you remember the psychopath, all those organizing the wars and everything, what he said that there would be the need to put boxes everywhere, absolutely everywhere on the planet. Vous vous rappelez ce psychopathe qui fait partie de ceux qui organisent toutes ces guerres-là, qui a mentionné il va falloir mettre des boîtes partout, sur les lampadaires, devant les maisons, devant les écoles, partout, 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 pour notre fameuse, merveilleuse 5G. Okay, in order to put our marvelous technology of 5G, we're going to need to put everywhere posts, special boxes on posts and posts all over the place. Ça va être un peu difficile à faire ça, parce qu'il va falloir donner des raisons. Mis à part la raison que des stupides vont avaler, qui est d'avoir un internet meilleur, besides what the stupidos will swallow, that it is to make a better internet. A number of people are going to ask questions. Quand même, il y a des gens qui vont quand même poser des questions. Hein? Like for the smart electric power, like for the Linky, people ask questions. Why? Why to put an electric machine that will tell who knows who what we're doing in our house, how we use electricity, for what, etc. Les gens posent des questions avec le Linky, mais pourquoi est-ce que la formation doit aller quelque part? Pour que quelque part sache comment on utilise l'électricité dans notre maison. So the same way with the electric smart meter, people will ask questions with those posts all over the place for the 5G. Donc les gens vont demander les mêmes questions que pour le Linky quand ils vont voir qu'on met des boîtes et des trucs, des nouvelles tours, mais alors là, partout, partout, partout. What do you think, guys, that the best way to do that is for national security? Vous ne croyez pas que la meilleure raison pour faire avaler les gens, d'installer tout ça, ce serait la sécurité nationale? Don't you think that the best pretext to put all these boxes and poles all over the place would be it's for national security, it's to protect you? Hein? Tout ça, ce qu'on va faire, mais c'est pour vous protéger, c'est votre protection. Ok? Protect from what? Protéger de quoi? Mais voyons, puisque l'élite veut organiser leur troisième guerre mondiale de M. Albert Pike, puisque l'élite veut organiser cette troisième guerre mondiale de M. Albert Pike. Mais quand on a un état de guerre, on fait tout ce qu'on veut. When we are in a state of war, we can do everything we want. We can tell people everything we want. On peut dire absolument ce qu'on veut aux gens et ils vont l'avaler. They will swallow anything because we are at war. Ils vont tout avaler. Parce qu'on est en guerre, on est en guerre, alors voilà, voilà. And because of the we are at war, the people were going to protest and refused. I don't want these boxes in front of my home and everything. They would be denounced and labeled as traitors, and they could end in concentration camps like the Japanese born in America were put during World War II in concentration camps.
et les gens qui vont refuser. Mais moi, je ne veux pas de toutes ces boîtes devant ma maison, encore des mauvaises fréquences qui m'arrivent dessus, etc. Ceux-là, si on est en guerre, sont désignés comme des traîtres, des collaborateurs avec l'ennemi, parce qu'ils refusent toutes ces technologies de protection et de sécurité de notre nation qui est en guerre. Okay, I think you got my point about this one. There will be more, because I have to explain what's happened in America. Il y en aura d'autres, parce que je veux expliquer aussi ce qui se passe en Amérique. Là, c'est juste l'intro sur les deux vidéos, la guerre du Vietnam et puis les conférences de Jacques Powell. Maintenant, a little point that some of you are going to ask. Wow, wow, wow. But nobody is going to do anything to stop a world war. Hein, vous allez dire, mais il n'y a personne qui va protester, qui va essayer d'arrêter une guerre mondiale comme ça. And the New Age will say, oh, but we do because of us, because we always do meditation, we play in that box of sand which is with rainbow colors, and we send so much light and love to the world that it's impossible that such new world war could happen, because we do that. Les New Age vont dire, mais ça peut pas arriver, parce que nous on envoie de la lumière et de l'amour et tout, quand on fait nos méditations, nos trucs, et dans notre bac à sable, avec notre pelle et notre seau, le bac à sable, il est plein, tout brillant, de plein de couleurs arc-en-ciel, et avec tout ce qu'on fait, c'est donc complètement impossible qu'il y ait une guerre comme ça. D'accord? Ouais. This is not what is needed. C'est pas ça qui est nécessaire. What is needed is that the New Age population, or all those who are awakened, holistic, bio, and all that stuff, and there are many, there are over 20% in the Western world. Tous ces gens-là qui sont New Age, bio, holistique et tout ça, ils sont au moins 20% dans le monde occidental. If these people, instead of playing in the sand with their bucket, would come to the streets and say no to all of this, no to 5G, no to World War, and that's it. There would be a bunch of people all over the Western countries, everywhere, and they would have to stop. Hein? Si les New Age, là, au lieu de jouer avec la pelle et le seau, là, avec le sable de rainbow de toutes les couleurs, là, ils venaient dans la rue, ça fait 20% de la population des pays occidentaux. Mais il y aurait des millions de gens partout dans tous les pays qui diraient « Il y en a marre, on ne veut pas de la 5G, on ne veut pas de ça, on ne veut surtout pas de cette guerre-là. » Ils seraient obligés d'arrêter leur plan. You get the point here? Okay, I'm about to finish the intro. Now you will see the video, the clip on the very Vietnam War, which is very emotional, which is good to show to all the young people. Look at that. Hein? Déjà, l'intro elle est bonne pour la vidéo du Vietnam, parce que les gens, c'est extrêmement émotionnel de voir ça. Il faut montrer ça aux jeunes en disant, vous voulez aller faire ça? Vous voulez y aller? And what's going to happen then? Would the young people be sent on the war, like Vietnam War, like the war where my grandfather was, and the war organized by the elite? You all have seen the seal of the Illuminati in Omaha Beach. Hein, vous avez tous vu le signe des Illuminati à Omaha Beach, et vous savez maintenant comment fonctionnent toutes les grandes guerres, comment c'est organisé. Et vous savez que maintenant, il y aura les jeunes là, eh bien ils vont être obligés d'y aller, ils vont y aller, comme ceux qui ont été au Vietnam. All the young people from all Western countries, they're going to be sent to that war, like of the young Americans were sent to Vietnam. Same way. Same way. What is the position now
of the benevolent fleet from other planets or the galaxies, what would be the plan? Alors quelle va être la réaction, le plan maintenant de la flotte qui vient de planètes bénévoles et même d'autres galaxies, si ça recommence encore une troisième? What would do the fleet, the real fleet of Ashtar, not all the stuff, misinformation about the Pleiadians, Arcturians, whatever, they're coming to save us. Forget all of this. I'm talking about the real fleet. Oubliez tout le reste, hein, les Orions, les Pléiadiens, les machins, les trucs là, qui vont venir sauver la Terre, tout ça là. Oubliez ça, parce que c'est du bidon ça, hein, New Age. On parle de la vraie flotte là. The intergalactic fleet, which is really in charge of helping this planet to evolve spiritually, may intervene in case of nuclear use. Ok, la flotte, la vraie, celle qui vient aider l'humanité de cette planète à évoluer spirituellement, peuvent intervenir dans le cas d'utilisation de bombes nucléaires. They have done that in the past. They have disabled silo missile launchers. Happened several times. Donc dans le passé, plusieurs fois, la flotte a déconnecté complètement les silos de missiles chaque fois qu'il y a eu une possibilité de guerre mondiale nucléaire depuis des 20 ans, 30 ans, 40 ans. They have done that. They have done that. But if the war is not using such weapons which are forbidden in the galaxy, in the universe, si ceux qui organisent cette guerre utilisent d'autres armes que des armes atomiques, ce va être le choix des humains de laisser faire ça. That would be the choice of the humans on Earth to let that happen, to let a conventional war happen. And the fleet could not intervene to stop cold the war. Si c'est la décision des gens de la Terre d'accepter qu'une guerre comme ça se reproduise, pourtant ils ont vu tous les autres, ils ont dit qu'ils n'en voulaient plus, mais à chaque fois on en remet une nouvelle. Eh bien, mais si c'est les gens de la Terre qui sont d'accord pour ces guerres-là, la flotte intergalactique ne peut pas intervenir. Ça fait partie des lois spirituelles. It is in the spiritual law of free will. If a planet wants to destroy themselves to the last one, that's the choice of their soul they are making. Sauf si c'est nucléaire, except if it is nuclear, because the planet Maldek Malone was exploded with a nuclear war, and since the bombs in Hiroshima and Nagasaki, the universe said no more of this. Donc, depuis que la planète Maldek Malone a été explosée par une guerre nucléaire, et qu'il y a les bombes de Hiroshima et Nagasaki, la décision des forces universelles, des vrais bénévoles, a été « nous n'acceptons plus, il n'y aura plus de déflagration nucléaire qui va détruire, c'est fini ça ». Là on intervient. So they have decided to intervene only in case of use of nuclear weapons. But there are so many new weapons given by the Zeti and the reptilians now that they could do whatever they want. Mais il y a des armes aujourd'hui données par les reptiliens, archons, gris, etc., qui peuvent faire un dommage absolument majeur sur la planète, et ce ne sera pas nucléaire. But again, this is the choice of human. À nouveau, c'est le choix des humains. Alors une dernière note après ça. Now last note, because I have a few questions coming regularly in my channel Golden Starseed Report. Bon, maintenant, une petite note, puisque j'ai des questions qui arrivent régulièrement dans ma chaîne Golden Starseed Report, qui est la vôtre autant que la mienne. Question are, but how to stop this, how to stop the plan of the Archons and all these awful things from the elite controlled by them. So les questions souvent c'est
comment c'est possible, on ne peut pas arrêter donc ces plans des reptiliens, des archons, etc., qui contrôlent l'élite mondiale et qui organisent tout ça. Okay, that's a huge question. I've responded to this one because of the universal law. That's the choice of people. Mais j'ai expliqué déjà les lois universelles et que c'était le choix des gens. So, there are two examples here. Donc il y a deux exemples ici. L'Amérique, parce que dans le temps c'était déjà comme ça, mais avec même le nouveau président, bien sûr, comme toujours, l'Amérique doit être numéro 1 dans le monde, et s'il faut faire une grande guerre contre les méchants russes ou machin, on la fera. Bon, alors, on the American side, whatever guy is running the show, it was that in the past, it would be the same. The big guy running in the US will say, we, America, we're number 1 in the world, and if necessary, we will make war against bad people, whatever it is, Russians or Arab people. Donc déjà, la chose est claire au niveau US. It's clear about what would do the US. The UK is ruled by reptilians, basically from the start, in plain face. So, l'Angleterre est dirigée par les reptiliens, on l'a en pleine face, on n'en parle même pas. France, we have to say a word about France. France is going to follow America and the UK in a big war. La France suivra l'Amérique et l'Angleterre dans une grande guerre. A test has been made recently. Un test a été fait récemment, on l'a vu, with a false flag organized by the American Secret Service, the Israeli Secret Service, and Saudi Arabia Secret Service. On l'a vu récemment avec un faux drapeau organisé par les services secrets, qu'ils soient américains, israéliens, Saudi Arabie, là, Arabie Saoudite. A test was made. It was blatantly a false flag. Tout le monde a vu que c'était un faux drapeau. Donc le test était de voir si les gens allaient accepter, même avec un faux drapeau. The test was, will the people accept that even if it is a false flag? So test was made by the US, the UK and France decided also to send missiles. Donc dans ce cas-là, avec les trois, la France aussi a donc décidé d'envoyer les missiles sur la Syrie, même sachant que c'était un faux drapeau. Why is that? Well, you got the answer. All the alternative media from the US, everywhere on the planet, say to the French people, you are damn crazy. You have let an Illuminati ruling the country and you voted for him. Tous les gens des médias alternatifs, qui sont américains du monde entier, ont dit aux Français, mais vous êtes complètement fous, vous avez élu un Illuminati. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? It was known before that this guy was an Illuminati with the Bilderberg. It was an agent of the Rothschild, which are the elites organizing all of this. And the French decided to let that guy pass. They didn't do what had to be done to block him. Les Français, ils ont élu ce type alors que c'était connu dès le départ que c'était un Illuminati qui allait aux réunions des Bilderberg, que c'est un agent des Rothschild, ça s'était écrit partout avant, et ils sont quand même soit votés, soit ils ont laissé passer ce type, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour faire barrage. Et il y avait une possibilité de faire barrage, ils l'ont laissé passer. So the French, like Alex Jones said and other guys, have decided to be slave of the New World Order and the Archons. La conclusion qui a été donnée par les médias alternatifs est les Français ont donc décidé, soit en votant, soit en ne rien faisant et en laissant ce gars passer, ils ont voté, décidé faire partie du nouvel ordre mondial, être des esclaves, des archons. Ça y est, la cause est entendue.
Tout le monde a compris? Everybody get the point here? That was a very important point. And here it is. Universal law of free will, loi universelle de libre arbitre. Les Français, ils ont décidé de faire ça ou de laisser faire ça. Ils ont choisi, ça y est, c'est fait, c'est bon. I've explained that the Archon needs the vote, the agreement of the people to take them as slaves. Rappelez-vous, j'ai dit, les Archons ont besoin de l'assentiment ou du vote des gens pour pouvoir les prendre comme esclaves. That's it. I have finished with my intro here, and now you get all the documentaries or the Vietnam film. And we'll talk later about that, about the possibilities of what the fleet would do in case of World War. On verra plus tard ce que la flotte peut avoir prévu comme alternative pour nous en cas de nouvelle guerre mondiale. On en reparlera plus tard. For the moment, have a look of what a war is and why war are organized. Pour le moment, regardez ce que c'est qu'une guerre, parce que là c'est des vraies images, c'est pas des films d'Hollywood. Et regardez les explications de Jack Powell qui vous déballent tout. Okay? We go for that now. That's the end of this intro. God love to all. Salut à tous. Je vais vous parler un peu de mon livre. Je vais vous présenter mon livre. J'aimerais vous dire ce que je trouve personnellement le plus important dans ce livre-là. C'est un livre assez compliqué, sans doute. On a essayé d'écrire un livre pour le public en général, mais tout de même c'est compliqué. Je vois un t-shirt là, que la vérité est toujours complexe. Eh bien, les guerres sont des phénomènes historiques très complexes. On ne peut pas expliquer en quelques mots. Mais certainement, ce n'est pas certainement le cas que c'est noir et blanc. C'est les bons contre les mauvais. Dans un sens, bien sûr, il y avait les mauvais, il y avait les bons. Mais c'est plus compliqué que ça. Moi, à l'école, en Belgique, plus tard, au Canada aussi, en parlant de la Deuxième Guerre mondiale, on a toujours pensé aux Américains comme nos sauveurs, nos libérateurs, des gens qui sont venus juste pour nous libérer. Sans penser à rien d'autre. Eh bien, c'est un mythe. C'est pas vrai du tout. Et on savait déjà, au début en fait, sans même réfléchir trop là-dessus, que ça pourrait pas être vrai. Parce que si les Américains avaient voulu sauver la démocratie, se battre pour la justice, contre le fascisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, pourquoi ils ont attendu jusqu'en décembre 1941? Une bonne question, n'est-ce pas? Je trouve que c'est une bonne question. Pourquoi ils ne sont pas venus tout de suite pour aider les petits Belges, les Français, les Britanniques, la démocratie, le côté de la démocratie, pour ainsi dire? Pourquoi ils ont attendu? En fait, les Américains sont entrés en guerre, peu de gens le savent, en décembre 1941, à la suite de l'attaque japonaise à Pearl Harbor, n'est-ce pas? Alors, on a le droit de se poser la question, sans cette attaque japonaise, les États-Unis, quand pourra-t-il déclarer la guerre à Hitler? Peut-être jamais, on ne sait pas. Alors apparemment, il n'était pas tellement intéressé à libérer les petits Européens, n'est-ce pas? Les Américains, le rôle de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale est un thème complexe, mais tout de même très très intéressant. Et moi j'ai commencé à y réfléchir, à lire des livres là-dessus. À un moment donné, j'avais pensé d'écrire un article là-dessus. Eh bien, ça ne marchait pas parce que j'ai fini par écrire un livre de quelques 250 pages. Toujours trop de pages, en fait, ou pas assez, selon le cas. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Mais oui, mais vous ne parlez pas de ceci ou de cela ». On ne peut pas parler de tout. J'essaye de parler de l'essentiel. Alors, quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est ceci. C'est certain que beaucoup d'Américains, la majorité des Américains, détestaient le nazisme, le fascisme et Hitler. Mais pas tous. Pas tous.
En fait, c'est une réalité, et on n'aime pas en parler trop à la télévision américaine, que beaucoup d'Américains, ils aimaient Hitler, ils aimaient Mussolini, ils aimaient Franco, ils aimaient le fascisme, ils aimaient ce mouvement-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on pourrait dire, bien sûr, que c'est le cas dans chaque pays. En France, en Belgique, il y avait aussi des gens qui aimaient Hitler, des gens qui aimaient le fascisme, qui souhaitaient avoir chez eux un système comme celui d'Hitler, comme celui de Mussolini. Il y avait des collaborateurs partout, n'est-ce pas? Et des résistants. Alors, dans chaque pays, il y avait les deux côtés, pour ainsi dire, et beaucoup de gens au milieu. Mais ce qui est important, dans le cas des États-Unis, c'est que la minorité, et c'était en effet une minorité, qui aimait le fascisme aux années 30, et même jusqu'au début de la guerre, qui aimait Hitler, qui aimait Mussolini, qui ne sympathisait pas du tout avec le côté de la démocratie, comme on le présente aujourd'hui. Ce n'était pas une petite minorité peu importante, c'était l'élite de la société américaine. Et quand je parle de cette élite de la société américaine, je parle d'une petite élite, même pas 2% de la population, qui a le pouvoir politique et surtout économique. En fait, c'est l'élite économique qui monopolise le pouvoir politique en Amérique. C'est toujours le cas aujourd'hui, vous le savez. Ce n'est pas une coïncidence que déjà en quelques années, on a 2 fois déjà un type de la même famille, Bush, qui devient président. Que chacun pense toujours à un Kennedy, peut-être comme le prochain candidat des démocrates. C'est un peu le même genre, la même famille. Bien sûr, il y a 2 partis, mais ça joue un grand rôle. Alors, cette élite américaine, l'élite du pouvoir, comme on dit en Amérique, de power elite, pour le dire en anglais, était pour Hitler. Ils aimaient Hitler. Jusqu'à quand? En 39? Oui. 40? Oui. 41? Ils l'aimaient en fait, même après Pearl Harbor. Et comment est-ce que nous savons ça? Ou plutôt, pourquoi? Je veux dire pourquoi. Cette élite américaine avait, avant la guerre, de grands problèmes. Parce que pour expliquer la guerre, il faut commencer après la guerre. Et en fait, quand on parle de la guerre, on doit aussi parler de l'après-guerre. La guerre n'est pas un phénomène historique unique qui est là tout d'un coup. Et qui après, c'est fini. C'était comme quoi, un mauvais rêve. Non, ça continue. Alors, il faut connaître la préhistoire de la guerre afin de comprendre la guerre. Alors, aux années 30, cette élite américaine avait un grand problème. En fait, ils avaient 2 problèmes. Et il faut savoir ça afin de comprendre leur attitude envers le fascisme, Hitler. Le premier problème, c'était le grand problème des années 30. C'était la dépression. C'est la grande crise économique. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Mais souvent, on vous présente dans le livre d'historien la crise économique, c'était dans les années 30 et après c'était la guerre. Mais il y a un lien entre les deux. Il ne faut jamais oublier ça. La crise économique, c'était dur en France, c'était dur en Allemagne, et c'était dur en Amérique. Et c'était quel genre de crise, cette crise-là? Eh bien, la crise économique en Amérique, c'était comme la crise ici, le problème c'était la surproduction. L'industrie américaine était devenue tellement efficace, tellement productive, qu'on produisait trop pour pouvoir vendre toutes ces choses-là au public américain. Pensons par exemple au cas de l'industrie de l'automobile. Pensons à Henry Ford, le plus grand industriel de l'Amérique de l'entre-guerres. Lui, en fait, avait introduit des systèmes pour améliorer la productivité. Auparavant, on produisait une voiture par jour dans une usine à Détroit, et après les innovations de Henry Ford, on produisait 20, 100 automobiles par jour. Mais qui allait acheter ces automobiles-là? Les Américains, l'Américain moyen à ce moment-là n'était pas riche. Aujourd'hui, on pense facilement que tous les Américains sont riches. Eh bien, c'est une illusion. Même aujourd'hui, la majorité des Américains ne sont pas riches. Et d'ailleurs, le taux de la pauvreté en Amérique, c'est 20% de la population. Ça fait combien de personnes? 40 millions. 40 millions, c'est une majorité en France, n'est-ce pas? C'est des gens qui sont officiellement pauvres. Aujourd'hui. Mais aux années 30, les Américains étaient beaucoup plus pauvres qu'aujourd'hui. Alors acheter une automobile de M. Henry Ford, c'était impossible. Et pourtant, on en produisait tout le temps. Alors, c'était cette crise, la surproduction,
qui veut dire que les gens ne pouvaient pas acheter, alors on fermait les usines, il y avait trop de stock. Alors comme ça, il n'y a plus de chômage. Alors, il y avait le chômage, il y a toutes sortes de problèmes sociaux. Et bien sûr, le plus important du point de vue de M. Ford et ses collègues, on peut dire, je crois, les grands capitalistes américains, c'est que les profits n'étaient pas comme auparavant. Ils ne devenaient pas pauvres, hein, ils avaient toujours leur belle villa, bien sûr, mais tout de même, ils ne gagnaient pas les sous qu'ils voulaient gagner. C'était un problème, un grand problème. Alors, comment résoudre cette crise économique? Comment trouver une solution pour cela? Deuxième problème, c'est qu'en Amérique, aux années 30, la situation était différente. Il y avait en Amérique quelque chose qui, apparemment, il n'y en a plus, c'était des rouges. C'était des gens qui s'appelaient socialistes, anarchistes, communistes. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup en Amérique. Impossible à croire aujourd'hui, mais c'est un fait historique. Après la révolution russe, il y avait en Amérique beaucoup de sympathie pour le bolchevisme, pour le communisme. Il y avait un parti communiste, il y avait un parti socialiste. Ils avaient un certain succès aux élections. Et eux proposaient une solution pour la crise dont je viens de parler. Quelle solution? Bien, une solution radicale. Un autre système. Un système comme dans l'Union soviétique. Est-ce que cette solution-là, c'était la solution voulue par M. Ford et ses copains? Eh bien sûr non. Eux, ils voulaient une solution de la crise au sein du système, sans changer le système même. Mais leur problème, c'est le deuxième problème. Le premier problème, on ne gagne pas assez de sous. Le deuxième, c'est qu'il y a plus de gens en Amérique qui réclament une solution radicale, qui demandent du changement radical et même du changement révolutionnaire, comme en Union soviétique. À cause de cela, bien sûr, on détestait, l'élite américaine détestait tout ce qui était gauchiste, socialiste, marxiste, surtout communiste. Et l'Union soviétique était perçue par cette élite-là comme la source d'inspiration, des rouges américains, des Américains rouges. Les historiens américains parlent des années 30, des dirty 30s, les sales années 30, à cause de la crise économique. Et aussi, ils parlent des red 30s, les années 30 rouges, parce qu'il y avait tant de marxistes, socialistes, communistes, etc. Alors ça aussi, c'est un problème pour M. Ford et ses copains. Alors comment résoudre cette crise-là, résoudre ce problème-là? Eh bien, vers le milieu des années 30, petit à petit, l'élite américaine s'est aperçue, s'est rendue compte qu'il y avait tout de même une solution à leur goût. Mais plus tard, ils se sont aperçus qu'il y avait une autre solution, encore meilleure. Je vais vous présenter ces deux solutions. La première solution s'appelait le fascisme. La deuxième solution s'appelait la guerre. Ok? Alors, il y a des gens qui disent, mais comment pouvez-vous dire que pour l'élite américaine, le fascisme, qui est même un phénomène européen, était perçu comme une solution pour les problèmes économiques et sociaux de l'élite américaine aux années 30, parce qu'il n'y avait pas de mouvement fasciste en Amérique. Eh bien là, la réponse est assez simple. Si, il y avait des mouvements fascistes en Amérique. Il y en avait. Et ils ont joué du support, ils ont été financés par ces grands capitalistes américains, comme ça avait été le cas en Italie et en Allemagne. Mais ce n'est pas nécessairement ça ce que je veux dire. Ce n'est pas comme si M. Ford et ses amis et ses collègues voulaient installer un système fasciste à Washington. Non, mais ils aimaient ce que Hitler et Mussolini avaient fait chez eux. Parce que, du point de vue de l'élite américaine, Hitler et Mussolini avaient résolu les deux problèmes qu'ils avaient chez eux, en Allemagne et en Italie. Comment ça? Eh bien, ils avaient apparemment trouvé une solution pour la crise économique en créant de l'emploi et en redémarrant l'industrie et en annonçant les profits
des grands capitalistes allemands et italiens, surtout par un programme de réarmement. En Allemagne, par exemple, Hitler est arrivé au pouvoir, et on sait que le chômage a diminué sous Hitler. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est en construisant les autobahns, les autoroutes qu'il a fait ça. Mais non, il a surtout fait ça en exigeant, en demandant et en offrant aux industrialistes, aux industriels allemands, donc de préparer une guerre. Alors, Hitler, par exemple, Hitler n'était pas communiste, il n'a pas nationalisé ou étatisé l'industrie allemande, il a simplement dit aux types comme Krupp, alors produisez pour l'armée, on vous payera, et comme ça il y aura du travail pour tout le monde, et vous gagnerez beaucoup d'argent. Ça, cette idée-là, plaisait beaucoup à M. Henry Ford. Et la raison pour laquelle ils aimaient cette solution-là, est-ce que eux, les industriels américains, profitaient directement du programme de réarmement allemand. Comment ça? Les usines de Ford et de General Motors, ils se trouvent tout de même à Détroit, n'est-ce pas, et à Chicago. Oui, mais les gens ne savent pas qu'aux années 20 déjà, à la suite de la Première Guerre mondiale et des problèmes financiers de la France et de l'Allemagne au cadre donc des réparations allemandes, les Américains avaient investi beaucoup d'argent en Europe aux années 20, et surtout en Allemagne. Par exemple, en 1929, General Motors avait acheté 100% la plus grande usine d'automobile allemande Opel. Vous connaissez la marque Opel, n'est-ce pas? À Rüsselsheim, tout près de Francfort. Et dans la même année, Ford avait établi une très grande usine à Cologne, toujours là, au bord du Rhin. Il y a beaucoup de Ford ici en Europe. Nous, les Canadiens, les Américains qui arrivent ici en France, en Europe, on voit que ce n'est pas le même modèle que chez nous, parce qu'en fait, c'est des modèles produits par Ford Europe en Allemagne. Alors, bien que ces usines-là étaient la propriété d'associations de firmes américaines, ces usines aussi profitaient du boom, donc de l'explosion du business généré par le réarmement d'Hitler. En fait, aux années 30, Ford et ses copains ont commencé à faire beaucoup d'argent en Allemagne. En même temps, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, très peu en Amérique, mais en Allemagne, sous Hitler, ils ont profité. Ils ont profité parce qu'Hitler leur disait « c'est pas la peine, mes chers amis, d'essayer de produire de petites voitures pour le citoyen allemand. Vous allez maintenant produire des camions, des chars et des avions. Et on vous payera. » Monsieur Hitler, comment allez-vous payer? Eh bien, il y aura une guerre et les perdants payeront. Ok? Alors, bon. Alors, Ford aimait beaucoup Hitler. En fait, il a rendu beaucoup de services à Hitler. Ils ont produit, Ford et General Motors ont produit beaucoup de chars et d'avions pour le régime nazi. Moi, j'ai une photo, je ne l'ai pas apportée, mais vous pouvez la trouver sur l'Internet, où M. Henry Ford reçoit une médaille, donc de la part d'Hitler, par la main du consul général de l'Allemagne à Détroit, je crois que c'était en 1938, pour les services qu'ils avaient rendus à la cause allemande, c'est-à-dire à la cause nazie, c'est-à-dire à la cause de la préparation de la guerre. En même temps, des types comme Mussolini et Hitler avaient montré comment résoudre le deuxième problème qui embêtait M. Ford et les grands capitalistes américains, c'est-à-dire ce péril rouge-là. Qu'est-ce qu'Hitler avait fait avec les communistes socialistes en Allemagne? Eh bien, tout d'abord, il avait fermé tous les syndicats, plus de syndicats, c'était très bien, trouvait Ford qui détestait les syndicats. Et deuxièmement, les communistes se trouvaient en quelques semaines à Dachau, dans les camps de concentration, parce que les prisons étaient archi pleines, alors il fallait établir des camps de concentration, pas pour les juifs, ça c'est plus tard, hein, mais pour les ennemis politiques des nazis, c'est-à-dire les socialistes, mais surtout les communistes, et beaucoup d'autres aussi. Alors, des types comme Ford, ils disaient, mais mon Dieu, cet Adolphe-là, c'est un type comme ça, hein, et avec lui, on peut gagner de l'argent, et il n'y a plus de péril rouge. C'est formidable. Il disait en Amérique à ce moment-là, with Hitler, you can do business. Avec Hitler, on peut faire des affaires. Et lui fait notre affaire. Mais même mieux, parce qu'Hitler avait montré comment
on pouvait éliminer le péril rouge donc, dans chaque pays. Hitler l'avait fait en Allemagne, Mussolini l'avait fait en Italie, et eux, en Amérique, ils espéraient avoir quelqu'un qui ferait la même chose en Amérique. Mais plus que ça, Hitler, dans Mein Kampf, avait écrit clairement quels étaient ses plans pour la guerre. Cette guerre qui devait venir, c'était la guerre contre l'Union soviétique, le berceau du communisme, la source d'inspiration des Américains rouges, n'est-ce pas? Alors quand, durant un dîner d'affaires d'un grand manager de, disons, IBM ou ITT, qui était là aussi implanté en Allemagne, et M. Göring, qui était le tsar économique du régime nazi, quand il parlait donc du bon business qu'on fait ensemble, sans doute, à un moment donné, un Américain a dit « Monsieur Göring, c'est un plaisir de faire des affaires avec vous, c'est formidable, et on va vous livrer ces camions-là, et ces chars, et ces avions, pas de problème. Mais alors, ça veut dire que vous préparez la guerre, n'est-ce pas? Ah oui, oui, c'est certain, il y aura la guerre, ça c'est certain, il y aura la guerre. Et c'est pas notre business, hein, parce que nous, on produit les choses, et là, vous achetez, moi je ne pose pas de questions. Mais entre nous, cette guerre-là, vous allez attaquer qui? La France? La Belgique, peut-être? Dis-moi, entre nous, hein? Ben non, Göring a dit, ben non, la France, les gens ne l'intéressent pas, on va attaquer l'Union soviétique. Ouais, ça c'est intéressant. En fait, ça c'est formidable. Hitler, c'est un rêve, ce type-là, il fait tout pour nous. Il va non seulement, avec lui, on gagne de l'argent, il élimine les rouges, et maintenant il va exterminer, en finir avec la source du communisme en Union soviétique. C'est un type comme ça. Cette guerre, c'est pour quand? Il ne faut pas croire que les Américains, les élites américaines avaient peur de la guerre. Non, ils se réjouissaient déjà d'avance de cette guerre. C'est une guerre qui allait en terminer, une fois pour toutes, avec ce problème qui représentait pour eux l'existence de l'Union soviétique. Okay? Alors, tous ces gens-là, ils ont produit pour les nazis. Je parle de Ford et de General Motors. À Rüsselsheim, à côté de Francfort, General Motors produisait surtout des avions Junkers 88, des bombardiers, qui, quelques années plus tard, ont bombardé la Belgique, la France, Londres, produits par les Américains. Okay? Ford à Cologne a produit surtout des chars et des camions. Vous savez, quand les Américains et les Canadiens ont débarqué en Normandie, ils ont capturé leurs premiers chars et camions allemands, ils ont regardé, c'était les mêmes moteurs que vous avez dans leur camion à eux. Okay? Autre chose, on faisait du business avec Hitler, on y gagnait beaucoup d'argent, hein, beaucoup d'argent. Mais est-ce que vous avez jamais réfléchi à ce problème de l'Allemagne nazie? L'Allemagne, pour gagner la guerre, a préparé une nouvelle formule, a utilisé une nouvelle formule de guerre. La guerre éclair, n'est-ce pas? Blitzkrieg, guerre éclair. C'était quel genre de guerre? Eh bien, les Belges, les Français, ils pensaient toujours 14-18, nous sommes là dans nos tranchées, ligne Maginot, où sont-ils? Quand ils arriveront, ce sera comme en 17 à Verdun. L'avantage, c'est la défense, n'est-ce pas? Alors, Hitler en savait, les Allemands savaient. Au lieu de ça, les Allemands ne sont pas arrivés, et tout d'un coup, ils étaient là, oui, mais là-bas et là-bas aussi. Parce qu'ils allaient arriver avec Stuka, avec des chars, avec l'infanterie, l'artillerie. Et en quelques heures, c'est terminé pour les Belges à Ebenemal, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, donc, le système guerre éclair. Mais pour faire la guerre éclair, il faut des chars rapides, des camions pour transporter les troupes en toute vitesse, n'est-ce pas, pour percer vers Abbeville. Hein. Il faut aussi encore de l'essence. Beaucoup d'essence. Où est le pétrole en Allemagne? Eh bien, la dernière fois que je suis allé en Allemagne, il y avait beaucoup de bière, surtout en Bavière, mais je n'ai pas vu de puits de pétrole. Alors, l'Allemagne devait et doit toujours importer chaque goutte de pétrole, d'essence. D'autre part, d'où venait l'essence avec laquelle les chars américains, allemands ont percé sur Abbeville, Paris, plus tard, avant, Varsovie, plus tard, Leningrad? Eh bien, demandez à Texaco, et demandez à Exxon, c'est eux qui ont fait. Et ils ont gagné beaucoup de sous là-dessus. En 1939, oui. En 1940, oui.
En 41, oui. Vous savez, en été 41, en été 41, quand les chars allemands se trouvent devant Moscou et Leningrad, vous savez quel pourcentage de huile à moteur donc utilisée par les Allemands venait des sources américaines? Un chercheur allemand m'a montré le document. Donc, l'huile à moteur, très important, n'est-ce pas? Pour dire en façon belge, 96%, 96%. Alors, en fait, on peut dire, et un historien américain a écrit, que sans essence américaine, Hitler n'avait jamais pu envahir la Pologne, la France, la Belgique, l'Union soviétique. C'est impossible, impossible. Alors, pour les grands industriels américains, Hitler, le fascisme, ce n'était pas un problème. C'était un copain, c'est une solution. Parce que pour eux, en fait, le danger, c'était les rouges. C'est l'inverse. C'est une ironie de l'histoire que la guerre qui a suivi, dans cette guerre, les Américains sont battus, en fait, avec leur ennemi, l'Union soviétique, contre leur ami, l'Allemagne nazie. Et moi, j'ai trouvé quelque part, je cite dans mon livre, je cite un général américain, des généraux qui discutent pendant la guerre à West Point, ils disent, cette guerre est idiote, parce que nous battons contre le mauvais ennemi, avec le mauvais allié. Même pendant la guerre, les Américains, je parle des leaders américains, hein, l'élite, ils détestaient l'Union soviétique. Ils n'avaient rien contre les nazis. Dans cette lumière-là, vous pouvez peut-être comprendre qu'après la guerre, les Américains ont protégé de grands criminels de guerre nazis, vous le savez, n'est-ce pas? Comme Barbie, Mengele, on leur a offert des passeports. Pourquoi? Parce que c'était bons anticommunistes comme nous. Ils les ont protégés. Et tout ce qui est antifasciste, on l'a foutu en prison. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. On a parlé de Brecht, justement. Hein, on lui a causé des difficultés. Parce que les antifascistes, on n'aimait pas. Mais les fascistes, c'était les bons, n'est-ce pas? Von Braun, il a quand même fait... Von Braun était membre de l'SS, de la SS, ça c'est certain. Alors bon, on pourrait continuer un peu et dire, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de la façon dont les Américains sont supposés d'être entrés en guerre pour sauver les Juifs. Eh bien, c'était un mythe. Ce qui s'est passé, ce que Hitler faisait avec ces Juifs en Allemagne, n'avait aucun intérêt pour les industriels américains. Et pourquoi? Ils étaient antisémites eux-mêmes. Peu de gens savent qu'aux années 20, Henry Ford lui-même a écrit un livre très antisémite qui a inspiré Hitler dans Mein Kampf. Et dans son bureau, Hitler avait une photo d'Henry Ford, parce qu'il l'admirait beaucoup. Pourquoi? À cause de ses convictions antisémites. Le racisme, est-ce que c'est un problème que pour les Américains que Hitler était raciste? Ah ben non, ils étaient racistes eux-mêmes. Les Noirs en Amérique, où ils sont en 40, 45, quoi? Ben, nulle part, il n'y a pas après la guerre, quoi. Alors on était racistes aux États-Unis, le fait qu'Hitler était raciste, pas de problème du tout. Alors bon, continuons un peu. C'est maintenant 1939, et la guerre éclate en Europe. Surprise, c'est pas la guerre qu'on avait attendue. Parce que Hitler n'attaque pas l'Union soviétique, non. Il a fait eu ce pacte entre Hitler et Staline, c'est difficile à comprendre. Et maintenant, ils attaquent la Belgique et la France. Mon Dieu, c'est compliqué l'histoire, n'est-ce pas? Bon, alors, est-ce que c'est un problème pour les industriels américains? Ben, ça nous est égal. Ça nous est vraiment égal. En fait, le business est excellent. Parce que maintenant, la guerre commence. Hitler a encore besoin de pétrole. Alors ça arrive. Hein. Ça arrive par l'Espagne, par exemple. Hein. Par l'Espagne de Franco. Sans aide américaine, Franco n'aurait peut-être pas gagné la guerre civile en Espagne non plus. Hein. Mais il y avait des grands supporters en Amérique, comme Mussolini et Hitler. Il était adoré par les élites américaines. Mais bon, alors c'est une guerre différente de ce qu'on avait pensé. Mais bon, alors la guerre contre l'Union soviétique, ça viendra encore plus tard peut-être. Mais entre-temps, on profite beaucoup de ça. Hein. On profite beaucoup. Les investissements américains en Allemagne, avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Aux années 30, ça commençait. Et en 39, en 40, ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais bien sûr, à un moment donné, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis.
Je répète, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis, pas l'inverse. Beaucoup de gens croient que Hitler a déclaré, que les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais non, c'est pas vrai. C'est Hitler qui l'a fait. Et pourquoi il l'a fait, c'est autre histoire. J'en parle dans mon livre. Si ça vous intéresse, je vous laisse sur votre faim. Vous devez acheter mon livre pour savoir. Ou peut-être vous pouvez me poser la question après la présentation. Mais alors, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Et il y a des gens, des fois, quand on parle de cela, du fait que des grandes associations, firmes américaines, avaient des investissements en Allemagne. D'ailleurs, on n'en parle pas normalement, hein, on n'en parle pas du tout. Hein. C'est un sujet tabou. Hein. Mais si vous demandiez, par exemple, à un directeur de Ford à Détroit, est-ce que c'est vrai que vous aviez des investissements en Allemagne avant la guerre? La réponse serait oui, je crois. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous voulez savoir? Hein? Oui, alors, bon, mais alors vous avez des investissements en Allemagne, alors vous avez travaillé pour le régime nazi. Oui, mais pourquoi vous voulez savoir? Vous voulez poser des questions. Et si vous demandiez, par exemple, quand la guerre a commencé, vous avez livré des camions, etc. Oui. Mais oui, on était neutre, hein, attention. Hein. Alors là, il ne faut pas oublier qu'en 1939, en 1940, c'était la guerre en Europe, et nous, on était neutres, on avait tout de même le droit de produire et de vendre. Ça, c'était pas notre affaire. Hein. Les Suisses, les Suédois ont aussi vendu du matériel de guerre aux Allemands et n'importe qui, n'est-ce pas? Alors nous avions le droit. Mais oui, monsieur, mais après Pearl Harbor, quand il y a eu la guerre, quand Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé avec vos investissements? Alors là, la réponse serait quelque chose comme ça. J'ai jamais pensé à ça. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois réfléchir. Oui. Les nazis, ils ont confisqué tout. Hein. Ils ont tout confisqué. Hein. Bon, alors, non. En 1945, on a récupéré nos investissements. Oui, c'est comme ça. Est-ce que c'est vrai? C'est un mensonge. Pas vrai du tout. Tout est resté comme auparavant. Les nazis n'ont rien confisqué. C'était, comme on dit en anglais, business as usual. Les affaires continuent. Et continuent bien. Même après Pearl Harbor, Ford, General Motors, IBM, ITT ont gagné beaucoup d'argent en Allemagne. Je parle par exemple de IBM. Vous savez, il y a un livre sur le rôle d'IBM sous le nazisme qui est assez connu. Et ITT produisait, le téléphone, hein, Bell, hein, produisait un des chasseurs les plus formidables des Allemands, là, ce chasseur de nuit, le Focke-Wulf. Ça vous dit quelque chose, Focke-Wulf? Pour ceux qui connaissent un peu l'équipement, le matériel de guerre des Allemands, c'était produit par ITT. Et vous savez, quand il y avait la guerre éclair, et voilà le petit Belge à Ebedémal qui attend l'arrivée des soldats allemands, et tout d'un coup, il y a des infanteries qui attaquent, il y a les Stuka, il y a des chars un peu partout. Les surprises étaient énormes. Mais est-ce que j'ai demandé, est-ce que c'était difficile pour les Allemands d'attaquer en même temps? Parce que les avions décollent, les chars attaquent, ils doivent arriver tous en même temps. Il faut des systèmes assez sophistiqués de communication. Qui a livré ces systèmes de communication? Voilà, ITT, Bell. Alors, la technologie, toute la technologie de la guerre éclair, dans un sens, a été fournie par l'industrie américaine. Mais revenons à nos moutons, pour ainsi dire, pendant la guerre. Alors, même après Pearl Harbor, les grands investissements américains en Allemagne ont continué à produire pour l'effort de guerre nazi. Et Hitler et les nazis ont continué à payer les factures. Qu'est-ce que les Américains ont fait avec cet argent-là? Et il y a encore d'autres questions concernant ce problème-là. Ford, par exemple, avait une usine gigantesque à côté de Cologne, au bord du Rhin, facile à identifier, même de 2 km ou 3 km. Pendant la guerre, les Alliés ont bombardé Cologne, toutes les églises, cathédrales, tous capoutes.
pas une seule bombe n'est jamais tombée sur l'usine de Ford à Cologne. À Cologne, les gens qui ont vécu la guerre vous diront que pendant un bombardement allié, l'endroit où on était en sécurité, c'était la grande usine de Ford au bord du Rhin. Pourtant, est-ce qu'on ne savait pas? Ben oui, on savait. Mais les Américains disaient, c'est à nous ça, on ne bombarde pas notre propriété. La même chose à Rüsselsheim, la même chose aux usines au côté de Stuttgart de IBM, on n'a pas bombardé. Pendant la guerre, tout de même, les Américains en Allemagne avaient quelques problèmes. Parce que, par exemple, la guerre éclair, ça marchait bien en Pologne. Ça marchait en Belgique, en Hollande, ça marchait en France, et ça devait marcher en Union soviétique. Ah oui, ça devait marcher. Quand la guerre a commencé en Union soviétique, en juin 1941, on a demandé à un spécialiste en Allemagne, ça va durer combien de temps là? Ils ont dit 6 semaines. Ça sera terminé en 6 semaines. C'était l'avis donc du Oberkommandeur der Wehrmacht à Berlin. Et à Washington et à Londres, quel était l'avis des spécialistes là? Eh bien, on disait 6 semaines. À Washington et à Londres, on était d'accord 6 semaines. On a dit, je cite un général américain qui a dit, l'armée allemande va craquer l'armée rouge comme un œuf, comme ça. Et un spécialiste britannique a dit, l'armée allemande va passer, donc, je ne sais pas comment le dire en français, mais va couper, donc, l'armée rouge comme un couteau chaud dans le beurre, comme ça. Alors bon, ça commence bien, mais après 6 semaines, il n'y avait toujours pas la victoire, n'est-ce pas? Et la victoire n'est jamais venue. Ça voulait dire, parce que cette guerre éclair avait un côté militaire, mais aussi un côté économique. Parce que Hitler savait, il n'était pas bête, que l'Allemagne avait perdu la Première Guerre mondiale, pas à cause d'une infériorité militaire, mais à cause de cet encerclement par les Alliés et le manque de ressources telles le pétrole, etc. En fin de compte, les Allemands n'avaient plus rien en 18. Du point de vue militaire, ils étaient toujours très forts. Ils ont encore lancé une offensive gigantesque au printemps 18, vous le savez. Ils ont en fait, pour ainsi dire, arraché la défaite de la gueule de la victoire. Pour traduire l'image, quoi, métaphore anglaise. Alors Hitler savait que pour gagner une guerre, l'Allemagne devait gagner vite. Parce qu'une guerre prolongée, l'Allemagne ne pouvait pas gagner. Tandis que les amis de l'Allemagne, l'Union soviétique, les Britanniques, les Américains avaient des ressources partout au monde. Alors, victoire rapide ou défaite? Victoire rapide ou défaite? La victoire rapide vous permettra aussi de mettre la main sur les ressources des pays qui sont conquis, n'est-ce pas? Et bien sûr, ici, le grand prix aurait été l'Union soviétique. Parce que là, il y a le pétrole de Bakou et de la Tchétchénie. Ce n'est pas une coïncidence que c'est là qu'il y a des problèmes aujourd'hui, parce qu'il y a l'huile et le pétrole dans l'air quand on parle de ça, n'est-ce pas? Comme le Moyen-Orient en général. Hein? Alors, l'idée de la guerre éclair était donc de battre l'Union soviétique, donc de mettre la main sur les richesses de l'Union soviétique, et après 6 semaines, les travailleurs allemands pouvaient rentrer chez eux pour aller travailler chez Ford, etc. Mais non, ils ont dû rester. Ils sont restés en Allemagne. Alors, un grand problème pour les industriels américains en Allemagne, ainsi comme pour les industriels allemands, c'est le manque de main-d'œuvre. Alors, quelle était la solution des Allemands? Esclaves. Des déportés. Ouvriers de la France, de la Belgique, de l'Ukraine, de n'importe où. Et en fait aussi, oui, tous ces camps de concentration. Les gens, on a tué des gens tout de suite, mais la majorité, ils ont dû travailler de jour et nuit. Et ben, mais si on n'avait plus, quand ils tombaient morts, pas de problème, il y en a d'autres qui arrivent. C'est pas une coïncidence qu'il y avait toutes sortes de grandes usines allemandes et aussi américaines, à côté d'Auschwitz, de Dachau, de Mauthausen. C'était pour exploiter la main-d'œuvre de ces gens-là. On sait que pour Siemens, Mercedes, Volkswagen, ils ont profité de ces systèmes d'esclavagisme, on dit en français, je crois, hein, des nazis. Est-ce que, par hasard, les usines américaines en Allemagne, pendant la guerre, ont utilisé des esclaves? Absolument. 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 Même des prisonniers de Buchenwald ont travaillé pour Ford. Et Ford leur a
payé combien? Zéro. La bouffe était bonne dans la cantine? Non. Le taux de mortalité était élevé? Ah oui. Mais pas de problème, hein, pas de problème, parce qu'il y avait de l'ordre, il n'y avait pas de syndicat, il y avait la SS pour garder un œil sur vos ouvriers. Système formidable. Comme ça, les profits réalisés par Ford et General Motors pendant la guerre en Allemagne ont encore augmenté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là? Eh bien, ils ont acheté beaucoup d'autres, ils ont investi encore plus en Allemagne pendant la guerre, encore plus. Le stock d'investissement américain en Allemagne était plus grand en 1945 qu'en 1939. Et quand on commençait à parler après la guerre des réparations allemandes aux victimes des nazis, alors des réparations allemandes par exemple à l'Union soviétique, comme après la Première Guerre mondiale, des réparations pour la France et la Belgique, et on l'a dit, oui, on va faire, d'accord, à Yalta, Téhéran, oui, certainement, les Allemands vont payer, pas de problème. Mais tout d'un coup, il y a eu un coup de fil de Détroit, à la Maison Blanche. Idiot. Idiot. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Vous êtes des idiots, là. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que ces usines-là, c'est à nous. Si vous permettez aux soviétiques de mettre la main sur les richesses de l'Allemagne pour avoir des réparations, nous, ce seront nos profits, c'est notre argent. Alors, ça ne va pas. Alors, d'accord, pas de réparation pour les soviétiques. Le début de la guerre froide, c'est un peu comme, pas seulement, il y a d'autres facteurs aussi qui ont joué un rôle, mais le refus, donc, des Américains de permettre à l'Union soviétique de récupérer des réparations auxquelles ils avaient droit et auxquelles les Américains avaient consenti pendant la guerre. C'est tout ça qui a causé donc la guerre froide. Mais les Américains ont fait beaucoup d'argent. Ils ont aussi même, ils n'ont pas investi tous ces profits en Allemagne même, parce que c'est pour ça qu'il y a les banques en Suisse, n'est-ce pas? Vous savez ça, il y a un petit pays, la Suisse, il y a des banques en Suisse, vous le saviez? Oui, il y a des banques en Suisse. À Bâle, par exemple, il y avait une banque qui s'appelle en anglais, je ne connais pas le nom en français, The Bank for International Settlements. La banque pour les règlements financiers internationaux. Une banque qui avait été créée aux années 20 en Suisse, surtout par des Américains et des Allemands. Et selon la constitution de cette banque, le grand chef, toujours un Américain, et le directeur, toujours un Allemand. Cette banque était là pendant la guerre, à Bâle? Oui. Et le président était américain? Oui. Et le directeur était allemand? Oui. Et le directeur allemand était nazi? Un grand nazi. Et ils se parlaient, ah oui, tous les jours, bon copain, tous les jours. Et souvent, il y avait des visiteurs de l'Allemagne. Et l'ambassadeur américain à Berne était souvent là-bas. On se voyait, on arrangeait des choses comme ça. Alors, c'est presque 100% certain que beaucoup d'argent américain, d'argent gagné par les Américains en Allemagne, a trouvé son chemin en Suisse par cette banque-là. Elle est toujours là, cette banque-là. Il faudra leur écrire une lettre pour demander si c'est vrai ou non, mais c'est presque certain. Alors voilà, c'est comme ça que, donc on a géré la guerre. Entre-temps, bien sûr, les batailles. On peut parler aussi de la façon dont les Américains ont fait la guerre. Pourquoi, par exemple, ils ont attendu de débarquer en Normandie jusqu'au moment où ce n'était plus nécessaire? Parce que des gens se demandent souvent le tournant de la guerre, c'était quand? Et quand on regarde la télévision, chez nous au Canada, et aux États-Unis, et bien en France, beaucoup de gens qui croient qu'à la Normandie, juin 1944, en Normandie, les Alliés sont venus, et c'était le début de la libération de l'Europe, c'est le début de la fin pour les nazis. Ben non, pas du tout, pas du tout. La guerre est terminée. Ben, pas terminée, mais le tournant, c'est auparavant. Mais quand ça? Stalingrad. Mais non, même pas Stalingrad. Même pas. Le tournant de la guerre, je veux dire, et quand? C'est le 5 décembre 1941. Je vous ai expliqué que pour gagner la guerre,
l'Allemagne devait gagner la guerre très vite. À cause de cela, ils avaient le système guerre-éclair. Ça marchait très bien en Pologne, en France, en Belgique, ça devait marcher très bien en Union soviétique, 6 semaines. On lance la guerre, juin, ça sera terminé, mi-août, on sera là, retour pour la rentrée, comme on dit en France, le 1er septembre. Eh bien, le 1er septembre, non, ce n'était pas encore la rentrée. Ah, hein. Ok, bon, alors, 8 semaines, c'est la fin septembre-octobre. Toujours pas des succès gigantesques, hein, je vous dis, je nie pas les succès donc des Allemands au début, hein, et des pertes énormes pour l'Union soviétique, on pourrait parler de ça aussi, un thème très important, parce que la seule façon de défendre, c'est en profondeur. Hein. Les Belges ont essayé d'arrêter les Allemands au canal d'Albert, les Français à la ligne Maginot, ça ne marchait pas. Hein. On devait se défendre en profondeur. Bien sûr, en Belgique, il n'y a pas de profondeur. Hein. Mais en Union soviétique, la profondeur. Mais bien sûr, on devait sacrifier ces troupes là-bas. Alors, ça, c'est autre chose. En tout cas, en octobre, c'est toujours pas fini. Et en novembre, c'est toujours pas fini. Et en décembre, le 5 décembre, c'est la première contre-attaque soviétique devant Moscou. Et ce jour même, on sait que les généraux allemands ont dit à Hitler, Mein Führer, nous avons aussi mauvaise nouvelle. Ah, mauvaise nouvelle. Oui, contre-offensive de l'Union soviétique, de l'armée rouge. Et ce sera dur et il faudra oublier cette idée qu'une guerre éclair vous apportera une victoire éclair. Et vous savez, sans victoire éclair, pas de victoire du tout. En fait, ces généraux lui ont dit à Hitler, ce jour-là, le 5 décembre, vous allez perdre la guerre. Nous allons perdre la guerre. Quelle année, s'il vous plaît? 41. Le 5 décembre 41. Devant Moscou, quoi. Oui, devant Moscou. Le 5 décembre, hein, le 5 décembre. Parce que Hitler a dit, mais est-ce qu'on va tenir le front? Oui, on pourra tenir le front. Et Hitler a dit, mais on ne peut pas relancer une offensive au printemps prochain. Oui, mais l'élément de surprise ne sera plus là. Les stocks de pétrole commencent à ont disparu, et ce sera plus difficile. Alors, tout sera du plus difficile. Et on a eu des pertes gigantesques. Les soviétiques aussi, mais eux, ils ont encore des réserves que nous n'avons pas. Et entre-temps, il y a toujours cette guerre contre les Britanniques. Hein, pas encore contre les Américains. Alors, ce jour-là, Hitler a compris que l'échec donc, de la politique, pour ainsi dire, de la guerre éclair, voulait dire qu'il allait perdre la guerre. Mais personne ne le savait. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que c'était Stalingrad, le tournant de la guerre. Non, parce que là, Stalingrad, tout le monde a su. Après Stalingrad, tout le monde savait, l'Allemagne va perdre la guerre. Mais Hitler le savait déjà un an auparavant. Alors, c'est le 5 décembre, Hitler est là, c'est merde en allemand, qu'est-ce que je vais faire? Et il réfléchit. Et quelques jours plus tard, il ouvre son journal, le Völkische Beobachter. Regarde-moi ça. Il regarde ça, Japonais attaque Pearl Harbor. Surprise pour Hitler. Surprise pour Hitler. Grande surprise. Pourquoi surprise? Le Japon et l'Allemagne, c'est même des alliés. Hein? Oui, mais ne parlez pas. Chacun des deux alliés avait ses idées de la guerre. Et les Allemands, quand eux, ils avaient attaqué la Pologne et après la Belgique, la France, l'Union soviétique, n'avaient jamais rien dit aux Japonais. Pourquoi? Peur d'espions. Hein? Alors les Japonais sont décidés d'attaquer les Américains, mais n'ont rien dit aux Allemands. Pourquoi? Peur d'espions. Alors, pour Hitler, c'est une surprise. Il a lu dans le journal. Il a dit, oh, regarde-moi ça. Qu'est-ce qui se passe au monde? Nous sommes en train de perdre la guerre en Union soviétique. Maintenant, il y a une autre guerre là-bas, au côté du monde. Ah, oh, incroyable. Il a pensé, mais j'ai une idée brillante. Venez ici, les généraux. On va déclarer la guerre aux États-Unis. Il dit, moi, vous êtes con. Excusez-moi, ce ne serait pas très intelligent, monsieur le Führer, parce que nous avons déjà des problèmes en Union soviétique. Pourquoi déclarer la guerre aux Américains? C'est idiot. Nous avons déjà trop d'ennemis, nous allons déjà perdre la guerre. Ah oui, Hitler dit, mais moi, je suis très malin. Et moi, je sais ce qui va se passer. Moi, je ne dois pas déclarer la guerre aux États-Unis. Beaucoup de gens croient
qu'Hitler devait déclarer la guerre à l'ennemi de son allié japonais. Mais ce n'était pas vrai. Parce qu'en fait, quand Hitler a attaqué l'Union soviétique, par exemple, le Japon n'a pas déclaré la guerre à l'Union soviétique, n'est-ce pas? Ni à la France, je crois. Hein. Alors Hitler ne devait pas. Il dit, je vais le faire. Pourquoi? Eh bien, si moi je fais ça, sans devoir le faire, les Japonais, ce sont des gentlemen, eux, ils vont sans doute, j'en suis certain, déclarer la guerre à notre ennemi, à nous, à l'Union soviétique. Et comme vous le savez, dans la Mandchourie, là, il y a une frontière entre la Chine occupée par les Japonais, où il y avait d'ailleurs le gros de l'armée japonaise, et la Sibérie. Et beaucoup de gens s'attendaient qu'un jour, les Japonais allaient attaquer les Russes. Ils avaient déjà attaqué l'Union soviétique en 1939, n'est-ce pas? Vous le savez, vous le savez, vous ne savez pas? Oui, vous savez. C'était battu. Alors Hitler dit, moi je déclare la guerre à l'ennemi américain de mon copain japonais, et les Japonais vont dire, merci Hitler, vous êtes un trésor, on va déclarer la guerre à votre ennemi, c'est qui encore? Ah oui, l'Union soviétique. Alors c'est à cause de pour ça, j'en suis convaincu, qu'Hitler a déclaré la guerre aux Américains, qui est surpris. Parce qu'en fait, les Américains n'ont pas l'intention de lancer la guerre contre l'Allemagne à ce moment-là. Alors, c'est maintenant, l'Allemagne est en guerre contre les Américains, et les Japonais ont fait quoi? Ils ont dit, merci beaucoup, et on vous souhaite bonne chance. Mais les Japonais n'ont pas déclaré la guerre à l'Union soviétique. D'abord, ce que je trouve un peu pénible, c'est qu'on se concentre sur 1914, ou sur la guerre 14-18. Et on commence, en principe, on a commencé à commémorer au moment même de l'anniversaire de l'assassinat donc à Sarajevo, qui a été un peu le début de la guerre, c'est comme ça que la guerre a commencé. Et on a tendance à expliquer la guerre par le biais des événements, commençant avec l'assassinat. Et là, j'ai déjà un problème, parce que selon moi, pour bien comprendre la Première Guerre mondiale, il faut connaître la préhistoire. Pas seulement les quelques mois avant le début de la guerre même, mais il faut connaître en fait, l'histoire du 19e siècle. Et en même temps, il faut aussi parler de ce qui s'est passé par après. Et le deuxième problème que j'ai, c'est que, surtout ici en Belgique, on a l'impression, quand on regarde les commémorations, que cette Première Guerre mondiale, tout s'est passé ici en Belgique et en France, sur le front de l'Est. Et on parle de guerre de l'autre front de l'Est, qui est beaucoup plus long, en fait. Et on parle des fronts en Mésopotamie, par exemple, aujourd'hui l'Irak, où ce sont le pétrole. Et des guerres en Afrique, où il y a toutes sortes de choses intéressantes pour les grandes industries européennes. C'était la grande guerre européenne au début, mais qui est vite devenue une guerre mondiale. Mais encore une fois, les commémorations donnent trop l'impression qu'il s'agissait d'une guerre qui était surtout importante ici en France et en Belgique, et le reste du monde, apparemment, ce n'était pas important. Et pour moi, si, c'est très important. Le problème avec les explications qui commencent, surtout celles qui commencent avec l'assassinat à Sarajevo, il y a toujours, après tant d'années, des historiens qui proposent que l'assassinat de Sarajevo, c'est la cause de la guerre. Ce n'est pas le cas du tout. Mais quand on commence à expliquer les choses comme ça, alors la Première Guerre mondiale devient un mystère. Parce que c'est un bel été. Tout le monde partait en vacances. Et tout d'un coup, oh mon Dieu, c'est la guerre. La guerre a éclaté. Et on dit que personne ne voulait la guerre. Non, on s'attendait à la guerre, mais tout d'un coup, mon Dieu, catastrophe, c'était la guerre. La guerre a éclaté. Pourquoi? Mystère. La grande folie collective, l'Europe, ce n'est pas ça, c'est un mystère. Cette guerre-là est une guerre voulue. Voulue et qu'on savait qu'elle allait venir tôt ou tard.
Voulu des deux côtés. Voulu de tous les côtés. Mais pas voulu par tout le monde. Voulu par les élites de chaque pays. Et parce que les masses populaires, pour utiliser ce terminologie-là, n'avaient pas aucun intérêt en une guerre. En fait, ce sera eux qui vont payer le prix, qui devront tuer et être tués par des centaines de milliers, par des millions en fait. Quelques 10 millions de soldats sont morts dans la Première Guerre mondiale, et encore 4 ou 5 millions de civils. Alors, ce n'est pas eux qui ont voulu la guerre, mais il y a dans chaque pays. En Allemagne, certainement, mais aussi en Grande-Bretagne, aussi en France, et certainement en Russie, la Russie du Tsar. Il y avait une élite qui consistait de l'aristocratie, la noblesse et de la haute bourgeoisie qui voulait la guerre. Alors, c'est ça les deux dimensions très importantes de la Grande Guerre, selon moi, hein, dont on ne parle presque jamais, et certainement pas à l'occasion des commémorations, ça on ne touche pas à ce sujet-là, mais c'est la dimension sociale, la dimension économique. Ils ont voulu la guerre, ils espéraient gagner beaucoup. Et je vous donne un simple exemple. Tout le monde sait que l'Allemagne voulait les terres riches, les terres agricoles de l'Ukraine, qui font un complément parfait pour une grande puissance industrielle. Deuxièmement, par exemple, la Grande-Bretagne avait laissé tomber son œil sur la Mésopotamie, comme on disait longtemps, qu'on a appelé par après l'Irak. Et la vraie raison pour laquelle la Grande-Bretagne est entrée en guerre en cet été 1914, c'était à cause du pétrole. Alors c'était très heureux quand dans cet bel été 1914, tout d'un coup, il n'y avait pas une raison pour faire la guerre, mais une excuse pour faire la guerre. C'est le problème. En fait, si les États-Unis avaient voulu sauver la démocratie, ils auraient pu commencer venir en 1939 déjà, en 1940 par exemple, quand le dictateur allemand a envahi la petite Belgique et les Pays-Bas et la France, il est du côté des démocraties, quoi. Alors, si on veut vraiment aider les démocraties, c'est à ce moment-là qu'on avait besoin d'assistance américaine, mais les Américains n'ont rien fait. Et même plus tard, les Américains n'ont rien fait. En fait, il faut se poser la question, les Américains, quand est-ce qu'ils sont entrés en guerre contre l'Allemagne? Pearl Harbor, c'était les Japonais qui ont attaqué dans une possession impérialiste d'ailleurs, américaine, Hawaï. Ouais. Et alors le lendemain, c'est vrai que les Américains ont déclaré la guerre au Japon. L'Allemagne ne devait pas venir à l'aide des Japonais, et c'était des amis, mais leur alliance devait seulement marcher au cas où l'un des pays était attaqué par un autre. Mais alors à Pearl Harbor, c'était les Japonais qui ont attaqué les Américains, donc Hitler n'était pas forcé. Mais quelques jours par après, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Grande surprise. Alors, ce qui pose la question, ce qui fait poser la question, si Hitler n'avait pas déclaré la guerre aux États-Unis, quand est-ce que les États-Unis auraient-ils déclaré la guerre à l'Allemagne? Peut-être jamais. Peut-être jamais. En fait, il n'avait rien contre l'Allemagne. En fait, Hitler avait beaucoup d'amis aux États-Unis, de très bons amis. Et le fait qu'il était raciste et antisémite, aucun problème, parce que la plupart de ces gens-là étaient racistes et antisémites eux-mêmes. Henry Ford, le plus grand industriel des États-Unis, un héros du système américain, un captain of industry, comme on dit là-bas, était un grand antisémite qui avait inspiré Hitler avec un livre qu'il avait écrit dans les années 20. Alors lui, il n'avait rien contre Hitler. Et le fait qu'il était dictateur, aucun problème, parce qu'il faisait de bonnes choses, il a supprimé les syndicats, par exemple. Plus de socialistes, plus de communistes, tous dans les camps de concentration. Formidable. Alors l'idée que cette élite américaine voulait la guerre contre l'Allemagne, c'était insensé. C'était insensé. Mais Hitler leur a déclaré la guerre, c'est ça le problème. Ce qui pose le problème, la question, pourquoi? Une des raisons pour lesquelles l'élite américaine, et quand je parle de l'élite américaine, je parle de l'élite politique, mais aussi surtout économique, donc les grands industriels et les banquiers américains, qui avaient déjà fait de très grands investissements en Allemagne aux années 20, fin des années 20, et qui avaient des investissements énormes en Allemagne aux années 30, et qui faisaient de très bonnes affaires grâce à Hitler. Parce qu'avant d'arriver au pouvoir d'Hitler, c'était la grande crise économique en Allemagne comme aux États-Unis. Alors on vendait mal les voitures que Ford et General Motors produisaient en Allemagne se vendaient mal. Parce que les Allemands n'avaient pas de fric pour acheter des voitures de Ford. Mais quand Hitler est arrivé au pouvoir,
Il a dit à Ford, General Motors, à Cologne, où il y avait une grande usine, Hitler a dit, ne produisez plus les petites voitures, les petits cars, produisez désormais des camions, des chars, des avions. Parce qu'on va remilitariser, il y aura une guerre. Hitler a payé, parce qu'Hitler n'est pas communiste, il n'est pas nationalisé. Beaucoup de gens croient que Hitler a tout. Il a dit, produisez, mais je ne paye pas. Non, il a payé. Il n'a pas l'argent, il est allé chercher de l'argent auprès des banques américaines et des banques allemandes, qui comme ça avaient un intérêt dans le système d'Hitler et dans le succès du système d'Hitler. Et qui avaient un intérêt à ce qu'il commence une guerre. Parce qu'ils savaient très bien qu'Hitler n'avait vraiment pas l'argent pour payer tout cela. Mais une guerre de conquête, ça lui donnera le fric pour nous payer. Alors, le grand espoir, c'était que non seulement il réarme l'Allemagne, mais il va commencer une guerre. Et quand on leur avait dit, par exemple, mais n'avez-vous pas peur qu'Hitler va commencer une guerre contre les petites démocraties comme les Pays-Bas, la Belgique, la France? Il aurait dit, mais non, n'avez-vous pas lu mon livre, Mein Kampf? C'est tout dedans. On va marcher vers l'Est. On va marcher vers l'Union soviétique. Ah oui, formidable, parce que l'Union soviétique, c'est le grand ennemi. Le fascisme, aucun problème, c'est nos amis. Aucun problème. L'Union soviétique, ça c'est le problème. En décembre 1941, quand Hitler déclare la guerre aux États-Unis, alors les Américains commencent à arriver en Grande-Bretagne en 1942 par exemple. Et ils voient que sur le front de l'Est, il y a des fois que les Allemands gagnent un peu, puis les Soviétiques gagnent un peu. En fait, c'est un peu match nul, quoi, pour le moment. Alors, ils disent, c'est bien comme ça. Parce qu'on n'aime ni les uns ni les autres. Mais tout d'un coup, vers la fin de 1942, début de 1943, il y a une bataille de Stalingrad. Et tout d'un coup, c'était clair que l'Allemagne allait perdre la guerre. Et que l'Union soviétique, que l'armée rouge était en route vers Berlin. Alors maintenant, il faut intervenir. Parce que si on ne fait rien, l'armée rouge arrivera à Berlin et ils finiront à Ostende. Alors ça, on ne peut pas faire ça, c'est impossible. Alors maintenant, Joseph Staline, on arrive. En fait, Staline n'avait plus besoin d'un deuxième front, pour ainsi dire. Mais alors, en 1943 déjà, après la bataille de Stalingrad, les Américains, les Britanniques avaient voulu déjà intervenir en France, afin d'être à Berlin avant les Soviétiques. Mais c'est trop tard pour organiser quelque chose, parce que le débarquement, c'est tout de même une affaire assez complexe. Alors j'ai dû attendre un an, en 1944. Et là, ils sont arrivés en France. Est-ce qu'ils ont fait ça pour libérer la France? Ben non. Ils avaient pu attendre que l'armée rouge libère la France. Mais c'est exactement pour ça qu'ils sont arrivés, afin d'empêcher que l'armée rouge allait être la seule à libérer toute l'Europe. Alors tout cela, le débarquement en Normandie, ce n'était pas pour le plaisir des Français, ou pour libérer les Français. Bien sûr, ils ont libéré la France, et je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait ça. Il y a beaucoup d'Américains qui sont morts pour la France. Et parmi les soldats américains, il y a beaucoup qui ont créé qu'ils étaient là vraiment pour libérer les gens. Et je ne doute pas l'idéalisme de beaucoup de soldats américains, et de certains officiers. Mais je parle de l'élite, de la politique, des grands chefs américains. Le plus important dans la Première Guerre mondiale, une des raisons pour laquelle l'élite voulait une guerre, n'était pas seulement de conquérir donc, des terres comme l'Ukraine ou de la Mésopotamie où il y avait le pétrole, ça c'est des facteurs impérialistes, des objectifs impérialistes. Mais avant la guerre, l'élite européenne, allemande, française, britannique, russe, etc., avait peur de la démocratisation. Il y avait, vers la fin du XIXe siècle, un processus de démocratisation. Petit à petit, l'idée de la démocratie a fait des progrès. Et du point de vue d'une élite, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, on aime nous faire croire que l'élite adore la démocratie. Que notre bon roi et la reine, ils sont tous des démocrates, ils adorent la démocratie. Eh bien, ce n'est pas vrai. Les rois préfèrent être des Louis XIV, avoir tout le pouvoir. Alors, même tous ensemble, la noblesse et la haute bourgeoisie, qui ensemble constituent ce que j'appelle l'élite, donc dans un pays, ne représentent pas plus de 10%. Dans une démocratie où chacun s'est voté, où il y a le suffrage universel, ils sont condamnés à perdre dans les élections. Et ça veut dire perdre le pouvoir. Alors il faut un projet antidémocratique, contre-révolutionnaire, antisocialiste.
la guerre. Parce qu'à la guerre, vous savez, en français on dit à la guerre comme à la guerre. À la guerre, on ne parle plus. C'est pas comme dans les parlements où tout le monde se... À la guerre, quelqu'un donne des ordres et les autres obéissent inconditionnellement. Alors, c'était là l'idée que la guerre allait résoudre le problème social. La guerre comme antidote à la révolution. La guerre comme moyen pour arrêter la démocratisation. La guerre pour, en fait, non seulement arrêter la démocratisation, mais peut-être même détricoter les concessions qu'on a déjà dû faire, le terrain qu'on a déjà perdu aux socialistes, etc. En fait, du point de vue de l'aristocratie et de l'élite européenne, l'idée en 1914 c'était un grand bond, pas en avant comme disait Mao, mais en arrière. Une des choses remarquables à propos de la Première Guerre mondiale, c'est le fait que le pétrole de la Mésopotamie, de l'Irak, jouait déjà un grand rôle. Mais ça ne veut pas dire, il faut dire que c'était pour sauver la Belgique. Mais aujourd'hui, le pétrole d'Irak est toujours l'enjeu des guerres, la guerre du Golfe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment que cette guerre était... L'idée, c'était donc d'apporter la démocratie au Moyen-Orient, comme disait Bush. C'est pas le vrai du tout. L'élite qui organise la guerre pour réaliser certains objectifs qui sont d'une grande importance et d'un grand intérêt pour eux, économique et social, ne peuvent pas dire ça. Ils doivent inventer des choses, comme par exemple, Wilson l'avait dit, c'était la guerre pour la démocratie, ou la guerre pour finir la guerre, la terre des terres. Hein. Alors c'est la même chose comme ça. George W. Bush n'a pas pu dire aux gens américains qu'on va envahir l'Irak à cause de leur pétrole. Non, c'était pour éliminer un dictateur comme Hitler, ou pour apporter les bienfaits de la démocratie. Alors là, des mensonges comme ça, c'est en fait la Première Guerre mondiale qui a donné l'exemple pour ça. On fait beaucoup des trucs, pour ainsi dire, des astuces, des techniques pour vendre une guerre au public. Et en même temps, l'idée que cette guerre-là a une dimension antisociale, antidémocratique. On retrouve ça aussi dans la Première Guerre mondiale, parce que tout de suite, la guerre était accompagnée par exemple, on a supprimé le droit de faire la grève, on a tout de suite arrêté tous ceux qui n'étaient pas d'accord, et on trouve toujours la guerre en Irak, c'est accompagnée par le Patriot Act. Alors, moins de liberté pour les Américains. Alors, l'idée, c'est qu'on va apporter le bienfait de la démocratie là-bas, mais entre-temps, moins de démocratie chez nous. Tu vois que c'est un peu la même idée. On voit ça dans la Première Guerre mondiale et on le voit toujours. Eh bien, l'histoire est peut-être très utile, je trouve. On ne peut pas comprendre où on est aujourd'hui si on ne sait pas d'où on vient. Mais l'histoire, Napoléon le savait déjà, est dangereuse. Parce que quand les gens commencent à savoir ce qui s'est vraiment passé, ça devient difficile pour les autorités. L'élite, en 1914, ne voulait pas que le peuple comprenne que c'est une guerre dont ils avaient un intérêt, donc, qui pour eux était intéressant, dont ils s'attendaient à toutes sortes d'avantages et qui n'étaient pas des avantages pour le peuple. Alors on devait mentir. Les élites d'aujourd'hui n'aiment pas non plus ce genre d'histoire. Ils préfèrent les mensonges, les distorsions. Donc l'histoire est vraiment un peu une discipline subversive, comme le savait déjà Napoléon.